Awesome. Well, I'm taking a look at the attendees, and it seems to have. Super, je vois le nombre de participants et ça a l'air d'avoir stabilisé. Alors, je pense qu'on peut commencer. Alors, bonjour à tous ceux et celles qui viennent de rejoindre le webinaire. Alors, on va encore une fois faire un aperçu, offrir un bref aperçu de notre manuel pour les amis, les communautés amis des abbés. C'est quelque chose qui est disponible sur notre site web. Vous pouvez le télécharger. On essaie de fournir un cadre d'action pour les communautés BCD et reconnaître certaines grandes actions que les communautés canadiennes sont en train de faire. On veut reconnaître ces communautés et aussi on veut s'inspirer de ce qu'ils font. Donc, dernier rappel, si vous voulez écouter en français, veuillez cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de l'écran et sélectionner français. Donc encore une fois, un petit rappel, si vous souhaitez écouter ce webinaire en français, il suffit de cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran, le petit globe, et sélectionner le français. So before we dive in, I would like to begin. Avant de se lancer, je vais commencer en reconnaissant le territoire sur lequel nous nous habitons. Alors, on reconnaît que ce territoire est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa et les Haudenosaunee. Et il abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité numéro 13 avec les Mississauga du Crédit. Je sais que nous venons de toute région du Canada, comme je vois dans les commentaires aujourd'hui. Alors, je veux vous inviter donc à réfléchir à la terre sur laquelle vous trouvez. Alors, habituellement, avec ces webinaires de BCD Canada, nous présentons des conférenciers de l'extérieur de l'organisation, mais comme aujourd'hui, nous allons discuter d'une ressource que nous avons élaborée. C'est Adèle et moi-même qui ferons la présentation. Nous allons donc prendre une minute pour nous présenter. Probablement que nous avons déjà eu des discussions avec vous, mais on va se présenter tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Jordan Phelps. Je suis le coordonnateur du programme des vies abeilles pour Pollinator Partnership Canada. Ma passion pour les pollinisateurs est née lors de mes études de premier cycle à Western University, où j'ai étudié la cognition animale et découvert des incroyables prouesses d'apprentissage et de mémoire dont sont capables les abeilles et d'autres pollinisateurs. J'ai ensuite obtenu une maîtrise en neurosciences à l'Université Western, où j'ai étudié l'impact de l'exposition à des pesticides courants sur la capacité des bourdons à apprendre à connaître les fleurs et à récolter de la nourriture. Cette expérience a éveillé mon intérêt pour les pollinisateurs, non seulement pour le bien de nos cultures vivrières et l'écosystème, etc., mais aussi parce qu'il s'agit de créatures fascinantes à observer et dont on peut apprendre quelque chose. Je m'appelle Adèle Grenouillot, je suis coordonnatrice de projet pour le partenariat Pollinisateur Canada et BCD Canada. Alors, je m'intéresse aux pollinisateurs depuis mon jeune âge et en raison aussi d'une curiosité insatiable pour la nature. Après avoir complété une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, je me suis spécialisé en conservation de la faune. Mon dernier mémoire de recherche portait sur la façon dont les espèces sauvages sont mises à l'ordre du jour de la politique internationale, en particulier les abeilles. De langue maternelle française, je suis responsable de la traduction de documents pour P2C, pour le partenariat des pollinisateurs et aussi pour BCity Canada, y compris le manuel dont nous allons parler aujourd'hui. Super. Alors voilà pour nous. Je pense à la fin, on va avoir un peu de temps pour les questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la fonction Q&A, de questions et réponses en bas de l'écran. Je vais voir si je peux partager mon écran et on va se lancer. On va lancer l'appel aujourd'hui, le webinaire. Est-ce que vous le voyez? Super. Alors, comme j'ai mentionné, nous allons passer à travers le manuel des communautés amies des abeilles aujourd'hui. L'idée derrière ce projet était, en tant qu'organisation, qui se concentre sur les communautés et
travaillant avec les pollinisateurs, on voulait s'assurer d'élaborer un cadre compréhensif pour s'assurer d'inspirer les communautés et pour qu'ils s'engagent dans différentes actions et pour mettre en relief les différentes actions qui sont entreprises aussi. Alors voilà, les actions que vous allez voir ici sont des actions qui sont en cours et on veut les célébrer, mais on veut aussi encourager les autres communautés en tout cas, qui sont inspirés par ces actions et pour voir qu'est-ce qui est possible. Alors, on a divisé cette ressource en 3 catégories majeures et elles reflètent en fait les 3 engagements clés que les communautés font quand ils se joignent à notre programme. Alors, les 3 sont la création et gestion des habitats, de s'assurer d'offrir donc, de faire de l'éducation et faire de la mobilisation et célébrer aussi les pollinisateurs. Alors, on a eu la bonne semaine des pollinisateurs à tout le monde, mais bon, ce n'est pas seulement pendant la semaine des pollinisateurs que nous faisons cela. Alors, je vais passer la section de création et gestion des habitats et ensuite Adèle va passer par l'éducation et la mobilisation et la célébration. Alors, pour cette partie, nous avons divisé cela en 3 catégories. Alors, la première, c'est la planification et la création d'habitats. Alors, voilà, la deuxième, c'est les pratiques de gestion d'habitat pour s'assurer que nous sommes au courant de là, on devrait ajouter des habitats, la valeur de l'habitat et aussi de s'assurer que de l'entretien de cet habitat. Troisième chose, c'est en fait de s'assurer, d'émanciper, d'offrir un incitatif aux résidents pour créer de l'habitat. Voilà, on a de très belles actions au niveau des différentes communautés à cet égard. Souvent, les communautés ont des actions très audaces pour soutenir les pollinisateurs et on peut mobiliser les résidents pour aider avec ces objectifs. Et c'est souvent pour en fait s'assurer de les mettre en œuvre. Alors voilà, je vais commencer avec la section de la création et de la planification des habitats. Alors, il y a 6 actions ici et probablement la première, c'est l'action la plus commune qui vient en tête, en tout cas, quand on pense à cela, et c'est créer des jardins de plantes indigènes pour les pollinisateurs. Ce sont des jardins. Bien, ici, on veut s'assurer d'avoir des plantes indigènes à la région où se trouve le jardin. Mais la raison pourquoi on fait cela, c'est qu'évidemment, ces plantes ont évolué côte à côte avec les autres plantes. Et donc, ces plantes sont adaptées à ces régions et ont évolué dans cet environnement. Ils sont plus faciles à faire pousser aussi. C'est fantastique. On n'a pas besoin d'avoir trop d'intrants tels que l'eau, par exemple. Alors, les principes derrière cela, on veut incorporer plusieurs types de plants pour s'assurer de pouvoir offrir aux pollinisateurs de la nourriture du printemps jusqu'à l'automne. Le printemps, c'est souvent difficile pour les pollinisateurs parce qu'ils émergent de leur habitat hivernal. Et donc, voilà, c'est important d'avoir de la nourriture pour qu'ils puissent s'établir. Et à l'automne aussi, quand ils se préparent à l'hivernisation, bon, c'est important d'avoir des ressources disponibles. Souvent, on a les verges d'or et d'autres sortes de plantes. On veut inclure ici des plantes. Probablement la plante avec laquelle les gens sont habitués de voir ici sont le papillon monarque et les asclépiades. Les monarques dépendent des asclépiades. Il y a beaucoup de spécialistes chez les abeilles qui ont besoin de plantes spécifiques, mais la beauté de ces plantes hôtes, en fait, c'est qu'ils vont soutenir les différentes espèces, mais aussi différents autres pollinisateurs. Alors oui, c'est toujours très important d'avoir ces types de plantes. On veut s'assurer aussi d'offrir de la place pour la nidification. Souvent, les abeilles, en fait, ont leur nid sous terre. Alors, c'est quelque chose donc, souvent, le bois mort et avoir de la place pour les nids, en tout cas, et s'assurer d'avoir assez d'accès à la nourriture et éviter les insecticides aussi. On n'a pas besoin d'avoir d'insecticides dans un jardin de plantes indigènes. Alors, quelques exemples ici. Donc, on a des exemples pour chaque action. Ici, on a, par exemple, des
jardins monopollinisateurs. On a aussi Fairview, une plantation dans un cimetière à Niagara Falls, en Ontario. Alors là, je pense que c'est une très bonne idée, en fait, de créer de l'habitat dans les cimetières parce qu'il y a souvent beaucoup d'herbes, de gazon, et ça peut être un bon endroit pour l'habitat. Et aussi, c'est bien pour les gens qui visitent. Voilà, la prochaine action, c'est de créer des... pardon, c'est de... Donc, on veut offrir du pollen aux pollinisateurs. C'est une source de protéines et de nectar. Voilà, c'est des glucides. Alors, ça offre aussi... donc, on pense ici donc aux buissons qui produisent des différents petits fruits et on peut incorporer différentes plantes ici. On peut avoir aussi des arbres fruitiers. Ici, un bon exemple est en Alberta. Et donc, ils ont beaucoup d'arbres fruitiers ici à Grande Prairie en Alberta. Alors, cela aide beaucoup avec la sécurité alimentaire. Évidemment. Alors, ici, un concept très important, l'idée de créer des réseaux de parcelles d'habitat. Donc, cela offre non seulement des sites de nidification précieux pour les pollinisateurs et de la nourriture, des sources de nourriture, mais ça leur permet d'avoir une connectivité. Et donc, c'est très important pour les petites abeilles qui ont qui ont une région très limitée où ils vont chercher de la nourriture. Donc, certaines espèces vont seulement voler environ quelques dizaines de mètres pour aller chercher leur nourriture. Donc, il faut s'assurer d'avoir cette connectivité entre les communautés pour s'assurer que les pollinisateurs peuvent se déplacer et pour s'assurer qu'il y a de la nourriture près de leur nid. C'est très essentiel, cela. Donc, on a quelques projets ici. On a Project Swallow Tail, c'est une initiative de communautaire. Donc, ça a commencé à Hyde Park, à Toronto. Bon, c'est des Swallowtail, ça veut dire hirondelle. Alors voilà, il y a des ambassadeurs qui soutiennent cela. Pour devenir, bon, si vous avez des questions sur comment soutenir les pollinisateurs, il y a aussi des centres de graines qui vont faire la collecte de graines et aider à faire pousser les semis, etc., pour aider le voisinage. On a une autre initiative ici d'avoir des espèces de voies de nectar. Donc, c'est un projet à Richmond, en Colombie-Britannique. Alors, naturaliser des grandes zones d'habitat. Ici, quand on fait la naturalisation, ça consiste à ramener les plantes indigènes dans les paysages et leur donner l'espace et le soutien dont ils ont besoin pour se rétablir et prospérer. Et donc, c'est très important de connecter les habitats, mais c'est aussi important d'avoir des grandes parcelles d'habitat pour être une bonne ressource pour les pollinisateurs et avoir ces grandes régions. Ça peut aussi aider à restaurer les fonctions du paysage de manière générale, stimuler la biodiversité et une fois établi, ça peut minimiser aussi les coûts d'entretien et réduire les émissions de GS. Et ces zones en particulier peuvent offrir les résidents avec des bienfaits réparateurs. Alors, ici, le plus de biodiversité dans un parc, plus qu'il y a de restauration psychologique selon plusieurs témoins. Alors, ces grandes zones de biodiversité peuvent être un grand avantage. Donc, on peut penser ici au parc, au bord de route, au rivage, au terrain de service public. Ce sont quelques exemples, mais évidemment, n'importe où on a la place pour faire cela, c'est bien de considérer d'aller de l'avant. Alors voilà quelques exemples. Ici, on a à Toronto le projet Meadowway. Je pense que c'est le plus grand corridor de plantes pollinisateurs au Canada, moi, ce que je sache. Et voilà, il est connecté aussi à différentes voies cyclables. Alors, on peut on peut faire une balade à vélo ici. Et donc, à Guelph, il y a le corridor hydro Silver Creek aussi. C'est un très bon projet aussi. Voici une action qui m'emballe beaucoup dernièrement et j'espère que ça va continuer son élan. Donc, dédier des ressources à la propagation des plantes indigènes. Souvent, les municipalités vont assurer beaucoup d'espace
à la propagation de plantes non indigènes et uniquement ornementales, souvent parce que les gens les voient comme étant belles, mais si on pense à l'utilisation de cet espace pour propager des plantes indigènes, elles peuvent être très utiles et offrir beaucoup de bénéfices à nos écosystèmes. Un très bon exemple, c'est Guelph qui a leur programme de propagation des plantes herbacées. Je pense que ça fait 4 ou 5 ans qu'ils font ce projet et je pense qu'il y a plus que 50 espèces de plantes indigènes qui font pousser dans leur serre chaque année. Je l'ai visité il y a quelques mois et j'ai pu voir certaines de ces plantes en croissance. Alors oui, c'est vraiment très cool, mais ils ont une très bonne initiative. Ils font la collecte de semences des plantes, ils les ramènent dans la serre, ils font pousser et l'année d'après, ils peuvent continuer à les utiliser pour les plantations municipales et ils peuvent aussi offrir certaines de ces graines aux résidents. Alors, ils font beaucoup de dons de graines aussi. Alors, il y a un autre programme similaire à Whitby qui s'appelle le programme Semences pour les abeilles. Et voilà, ils essaient de les intégrer dans des projet de plantation municipale. C'est un très beau projet aussi. Et avec le temps, ils veulent intégrer ces efforts de plantation. J'espère qu'avec le temps, on va voir davantage de ce type de projet à travers différentes communautés. Et un dernier point pour cette section, développer l'habitat, des outils d'habitat et des guides pour s'assurer de faciliter les projets. S'il y a beaucoup de projets comme ceci dans votre municipalité, c'est très utile d'avoir ces guides pour s'assurer que tout le personnel est au courant de ce qui se passe, alors ça facilite vraiment le processus. J'aime penser à Calgary parce qu'ils ont ce projet, ce cas de restauration d'habitat et c'est un projet fantastique. Ils passent par toutes les étapes et ils ont aussi d'autres guides pour aider avec cela. Donc, des mélanges de semences, des recommandations pour améliorer la terre et d'autres choses encore. Alors voilà, ce fut le côté de l'habitat direct, mais c'est important aussi de penser aux pratiques de gestion de l'habitat. Alors, la première que j'ai ici, Integrated vegetation management. c'est utiliser la gestion intégrée de la végétation. Alors, on ne va pas aller en profondeur dans ce webinaire, mais l'idée ici, c'est de s'assurer qu'il y a un plan en place pour s'assurer que, bon, ça va être une plante qui va, en fait, bon, qui vont prospérer. Et donc, certainement, il faut s'assurer de minimiser l'utilisation de pesticides, etc., ou de produits chimiques. Par exemple, des herbicides qui sont appliqués de façon large, bon, on essaie de réduire cela. On peut aussi baisser la fréquence de fauchage. Cela peut être très bénéfique et ça peut aussi réduire les coûts d'entretien et les émissions de GS. Évidemment, il y a de la place pour pour la tonte dans la restauration. Donc, il faut s'assurer de contrôler certaines de ces plantes, mais avec le temps, essayer le fait de pouvoir réduire le fauchage ou la tonte, ça peut être très bénéfique. Un exemple ici, ça vient de Brampton, en Ontario. Ne pas faire de tonte, laisser pousser les plantes indigènes. Alors voilà, c'est une initiative où on fait des plantations de plantes qui attirent les pollinisateurs ici. Donc ici, on a le projet directement au parc Dearborn, C'est un projet très intéressant et donc il y a des membres de la communauté locale qui sont mobilisés. Ils étaient là pour une plantation communautaire et ils sont là pour entretenir l'habitat aussi. Ça va devenir un site dédié à l'éducation. Donc, similairement, c'est important de restreindre les applications de chimiques qui peuvent endommager les pollinisateurs. Dans certains cas, les insecticides peuvent être mortels. Donc, pour les pollinisateurs, souvent, on voit ici des impacts sub-létals. J'ai fait ma maîtrise là-dessus, en fait, et donc, il peut y avoir une grande une grande étendue d'impact, mais ça peut impacter la capacité des pollinisateurs de ramener la nourriture à leur nid. Alors, bon, ça peut avoir un grand impact. Alors, ce qu'on encourage, c'est d'avoir un plan pour minimiser l'utilisation des produits chimiques, donc de les utiliser seulement euh, comme dernier ressort.
Donc, surtout pour les plantes cosmétiques, voilà, c'est pas très important. Alors, il faut s'assurer, en fait, de ne pas utiliser des plantes pour cette raison. Donc, je sais que plusieurs communautés ont des types d'interdiction. Et donc, un exemple pour les IPM à Calgary, ils ont un très bon plan. Ils ont publié donc les chimies qu'ils ont utilisées. Alors, on peut vraiment voir quels produits sont utilisés. Donc, vous voyez que l'utilisation a diminué avec le temps. Alors, oui, le rendre public, c'est une très bonne idée. Alors, c'est important d'établir aussi des normes d'habitat et des recommandations pour le développement urbain. Donc, l'idée ici, c'est de s'assurer qu'on amène les pollinisateurs avec nous et de s'assurer qu'il y a des normes qui sont maintenues donc quand on pense aux pollinisateurs. Alors, cela peut inclure, par exemple, avoir un nombre minimal de plantes indigènes qui sont intégrées, donc s'assurer qu'il y a de la place pour les nids, et encourager aussi les toits verts où les pollinisateurs peuvent s'installer, aussi avoir des restrictions sur des choses qui peuvent avoir un impact négatif, par exemple l'invasion des espèces envahissantes. Voilà. Alors, un bon exemple, c'est en fait Toronto Green Standard, la norme verte à Toronto. Donc, ils ont plusieurs plantes indigènes qu'il faut intégrer dans différents projets. Ils ont ils ont différentes incitatifs aussi pour plusieurs choses. Alors voilà, Collingwood aussi, ils ont un nouveau plan maître pour les jardins au centre-ville. Ils ont une liste de plantes, les plantes indigènes, et il y a une intention aussi de réduire le nombre d'augmenter le nombre de plantes indigènes au centre-ville avec le temps. Donc, une autre chose qui est probablement évidente pour tout le monde, c'est de faire la promotion des pratiques qui, qui attirent les pollinisateurs dans les jardins communautaires. Évidemment, on essaie d'attirer des pollinisateurs à saison pour polliniser les aliments que nous essayons de cultiver. Alors, plusieurs de ces plantes produisent du nectar, etc. Alors, c'est important, mais aussi intégrer les différentes plantes indigènes, c'est important aussi. Alors, s'assurer de laisser de la place pour des mauvaises herbes, etc., pour avoir de l'espace pour la nidification. Il y a un exemple dans cette diapo que j'adore, que ça vient de Tiny en Ontario, et c'est un projet de paradis, et c'est un programme excellent. Alors, vous voyez qu'ils ont enlevé en fait un ancien terrain de tennis et ils l'ont converti en jardin communautaire, et donc ils ont entrepris euh, des choses pour s'assurer de le rendre pour faire la promotion pour pouvoir attirer des pollinisateurs. Voici un exemple. Donc, je pense que c'est très important ici que donc les abeilles les abeilles sont essentielles pour l'agriculture et c'est important de se souvenir que dans le contexte urbain et dans le contexte de l'agriculture massive, c'est très différent, mais quand on est dans une grande ville avec beaucoup de béton, etc., bon, il y a très peu de fleurs autour, alors la capacité des pollinisateurs de, de, de voyager avec leur nectar, etc. Donc, souvent, leurs colonies peuvent être très grandes aussi. Et donc, il peut y avoir de la compétition pour ces ressources, pour cette nourriture entre les abeilles indigènes et aussi pour les abeilles qui produisent du miel. Surtout pour les petites abeilles mellifères, pardon, pour les petites abeilles. Donc, il faut restreindre les abeilles mellifères. C'est une autre histoire pour l'agriculture avec, par exemple, des exceptions pour la pollinisation de toutes sortes de plantes commerciales ou de cultures commerciales. Mais c'est important aussi de suivre combien il y a d'abeilles mellifères dans une zone donnée pour s'assurer qu'il n'y a pas ce type de concurrence ou de compétition entre les différentes espèces. Vancouver aussi une très bonne page site web sur
le maintien des habits mellifères et donc avoir des abeilles mellifères qui disent ce n'est pas en fait la même chose que d'essayer d'encourager les abeilles indigènes, donc minimiser l'impact de la lumière nocturne artificielle. Donc cela, on a montré avec cela qu'on a pu en fait limiter les impacts négatifs sur les populations de pollinisateurs indigènes. Donc voilà quelques impacts sur les pollinisateurs, mais on sait que ça peut, cette lumière artificielle la nuit peut impacter plusieurs espèces, y compris les oiseaux migrateurs. Et donc, il faut réduire généralement l'intensité et la quantité de lumière la nuit. Réduire par exemple les détecteurs de mouvement pour s'assurer que les lumières sont seulement allumées quand c'est nécessaire. Et quand c'est le cas, s'assurer que nous avons des types d'ampoules qui minimisent en fait la brillance. Alors, attendez avant de faire la collecte de déchets dans le jardin. Alors, comme j'ai mentionné, dans plusieurs zones, bon, les abeilles vont en fait passer l'hiver dans ce type de détritus dans les jardins. Alors, enlever ce type de matériel, quand on le fait au début du printemps, on risque en fait d'enlever ces pollinisateurs. Donc, on les met par exemple dans un sac et on les envoie donc au dépôt, l'écocentre avant qu'ils puissent reproduire. Alors, voilà, il ne faut pas enlever ce type de détritus avant qu'il fasse 10 degrés ou plus dans votre région pour qu'il puisse émerger. Donc, de la perspective de municipalité, on peut attendre pour faire la collecte de ce type de malheureusement, en tout cas, à Toronto, on avait une législation qui allait passer, mais finalement, ça n'a pas passé. Donc, c'est bien, en tout cas, qu'il est considéré et j'espère que Toronto va laisser à nouveau à l'avenir. J'entends en fait parler en coulisses que ils vont peut-être faire un autre essai. Donc, faire un inventaire des atouts naturels, je trouve que oui, atouts, c'est un drôle de mot ici, mais ces atouts naturels incluent des pollinisateurs, des forêts, des terres humides, des rivières, etc. Donc, ils nous offrent des services critiques, essentiels, c'est certain. Et donc, oui, ici, on parle donc d'atténuation des changements climatiques, etc. Alors, certainement, avoir ce type d'inventaire, c'est une façon de regarder quelle est la valeur économique de toutes ces choses. Et c'est une très bonne façon, en fait, d'acquérir une meilleure compréhension de tout cela et donc de l'utiliser comme argument en fait de conservation pour les gens qui regardent cela dans une perspective plus économique. Alors ici, au Okotoks en Alberta, ils ont un excellent inventoire et donc ils attribuent une valeur aussi à cela pour les pollinisateurs. Et donc, créer une carte des pollinisateurs. Ça, c'est très utile aussi. Ça nous permet en fait de comprendre où se trouvent ces habitats et où il n'y en a pas. Alors, où est-ce qu'on devrait créer des habitats dorénavant? Alors voilà, cela aide beaucoup avec la connectivité des habitats pour s'assurer qu'il y a en tout cas des voies pour les pollinisateurs. Voici un très bon exemple à Hamilton, donc le projet de paradis des pollinisateurs à Hamilton. Ils ont plusieurs jardins ici dans cette carte. Et vous voyez donc une carte de tous les habitats. Il y a même un prix qui donne chaque année qui s'appelle les prix des monarques. Donc, la dernière partie ici. Donc, ici, j'adore celui-ci parce que, comme j'ai mentionné, les communautés ont souvent des plans très audaces pour soutenir les pollinisateurs. Celui-ci, c'est redonner le pouvoir, en fait, et essayer de motiver les résidents pour créer de l'habitat. Et un exemple très important, c'est de s'assurer que nos règlements municipaux émancipent les résidents pour créer de l'habitat ou leur donnent du pouvoir pour s'y faire. Alors, c'est important que les gens puissent nous aider
faire cela, mais on ne veut pas en fait empêcher les gens de créer ce type de projet quand il y a la possibilité d'aller de l'avant. Alors que souvent, ces règlements sont assez surannés et donc désuets, et donc ils vont utiliser du langage assez vague aussi. Donc, par exemple, ils vont parler ils vont parler de choses inesthétiques, etc. Et donc, oui, c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui est permis dans leur jardin. Et donc, souvent, c'est des plaintes provenant des voisins aussi. Donc, voilà, il y a eu plusieurs cas où il y a eu des plaintes et bon, la ville va revenir pour demander aux gens d'enlever des plantes de leur jardin, même si c'est des plantes, en fait, qui aident les pollinisateurs. C'est des plantes indigènes qui aident les pollinisateurs. Et en fait, ils ne sont pas capables d'indiquer exactement qu'est-ce qui est inesthétique exactement chez ces plantes. Alors, j'aime regarder donc le règlement à Toronto. Ils l'ont modifié il y a quelques années. J'ai l'impression que c'est un très bon règlement. Alors, ce qu'ils vont faire, s'ils vont vraiment ils vont définir, par exemple, le gazon et la hauteur permise. Et donc, il y a certaines personnes qui font pousser cela et du gazon et c'est pas très bénéfique pour les pollinisateurs. Alors, ils peuvent le restreindre. Et ils ont aussi une restriction pour des cas où il y a des plantes qui bloquent la vue des conducteurs ou des cyclistes. Ils ont aussi une liste de plantes qui sont interdites. Donc voilà, on essaie d'éviter le dommage donc aux pollinisateurs indigènes et donc on veut s'assurer de ne pas avoir de plantes. Alors il y a une grande liste de plantes qui causent des dommages. Voilà, s'il y a une plante comme celle-là, donc dans un jardin d'un résident, on peut leur forcer à les enlever. Donc s'assurer d'avoir un règlement clair, que ça permet aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur jardin. Et donc, une fois que vous avez quelque chose d'écrit, ben voilà, ils peuvent s'assurer de faire des mises à jour à ce règlement, etc. avec le temps. Et je voulais juste vous dire que, bon, cette photo vient de Douglas qui vit à Etobicoke, en banlieue de Toronto. Alors, c'est un très bon exemple, en fait, de ce qu'on veut que les résidents fassent. Alors, similairement, on veut encourager les résidents à planter le long des boulevards. Voilà, c'est des zones, donc on a seulement du gazon, mais c'est ouais, un très bon endroit pour avoir des plantes indigènes. Et un groupe qui fait de très bon travail concernant les boulevards, c'est un groupe à Mississauga qui s'appelle Blooming Boulevards. Ils ont de très bonnes ressources sur leur site web. Ils ont une liste de toutes les plantes qui pourraient fonctionner à un endroit donné. Alors, c'est souvent des plantes qui ne sont pas très hautes pour s'assurer de la visibilité en fait des conducteurs, etc. Et donc, souvent, il faut qu'ils soient tolérants du sel aussi, étant donné qu'on utilise beaucoup de sel sur les routes, etc. Donc, il y a beaucoup de considérations à ce niveau. Et donc, il y a beaucoup de très bons jardins à Mississauga. Je pense qu'ils ont créé 300 jardins environ. Donc, ils font d'incroyables travail dans cette communauté. Donc, oui, ici, il faut s'assurer d'offrir des subventions et des rabais pour installer des pollinisateurs. Donc, souvent, on va faire face à des obstacles majeurs. Quand on essaie de créer de l'habitat, ça peut être très cher aussi. Et donc, on peut faire cela de plusieurs façons différentes. Donc, ici, offrir Collingwood, par exemple, ils ont leur programme de Bees and Trees, les abeilles et les arbres. Ils offrent un rabais. Donc, tu peux avoir jusqu'à 150 de rabais de remboursement jusqu'à 300 en fait. Et donc, ils vont vous redonner une certaine quantité d'argent. Et voilà, ça peut aller quand même loin quand on essaie de créer des jardins. Et donc, pour ce qui est des subventions, on peut aussi on peut avoir du financement pour soutenir les projets dans les communautés. Souvent, ben, il faut offrir il faut avoir des événements où on donne des plantes indigènes et
Puis à rabais aussi. Souvent, ça peut être loin d'aller chez une pépinière avec des plantes indigènes et c'est difficile de savoir où les chercher aussi parfois. Alors, par exemple, un bon exemple ici, c'est Richmond Hill, donc leur programme de jardin en santé. Alors, voilà, ils ont toutes sortes de plantes ici, celles qui offrent qui poussent bien dans différentes conditions et voilà, on peut aller chercher des plantes qui vont fonctionner dans une zone donnée. Alors, offrir des consultations pour s'assurer d'avoir un jardin qui est ami des pollinisateurs. Alors voilà, je ne vois pas beaucoup de ce type d'exemple, mais voilà, il faut savoir il faut savoir pas mal de choses sur votre site. Qualité de la terre, etc. Alors, euh, un très bon exemple de cela, c'est en fait les Healthy Landscapes Visits, le programme à Guelph. Alors, si quelqu'un peut venir chez vous et regarder votre jardin et répondre à toutes vos questions. Alors voilà, c'est une très belle façon d'aider les gens. Il faut faire la promotion des programmes de certification qui attirent les pollinisateurs. Il y a plusieurs bons programmes au Canada. Par exemple, le partenariat, un programme qui s'appelle Be Friendly Gardener. Donc, on a une infolettre mensuelle qui donne des idées aux gens et donc des histoires, des récits, des personnes qui font des jardins avec des plantes indigènes. Et voilà, il y a une façon aussi d'éduquer la communauté avec ils offrent plusieurs ressources. Alors, faire la promotion de ces programmes, ça peut être très important et très utile pour les résidents qui sont impliqués. Donc, initier aussi des bibliothèques de semences et encourager les échanges de graines. Alors, c'est une très belle façon de distribuer ces graines à travers les communautés. On peut partager des plantes aussi. Et souvent, on va voir ce type de programme dans les bibliothèques municipales. Ici, vous voyez qu'on a des petites boîtes de semences et les gens peuvent les déposer là-dedans pour que les autres les amènent à la maison. Et donc, je veux pointer du doigt Seeds of Diversity, les semences de la diversité. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se passe chaque dimanche et c'est de très bons événements pour partager des semences et des graines et de l'information. Et donc, le dernier sujet que je vais mentionner en termes de l'habitat, c'est de soutenir les agriculteurs à protéger les pollinisateurs sur des terres agricoles. Souvent, on ne pense pas à ces choses quand on pense à la création d'habitats dans les communautés ou les municipalités, mais c'est très important. Les fermiers, les agriculteurs peuvent bénéficier certainement de cette aide pour créer, par exemple, des brises-vents et d'autres choses bénéfiques. Donc, voilà tout pour l'habitat. Alors, je passe la parole à Adèle. Oui, peux-tu arrêter de partager? Parfait, merci beaucoup. Je vais partager mon écran maintenant. J'espère que cela va fonctionner. Oui, on le voit. Alors, pour créer de l'habitat et pour le gérer, vous avez besoin d'avoir des gens inspirés et dédiés pour s'assurer de prendre des actions pour protéger les pollinisateurs. On va parler de cela, comment vous pouvez mobiliser vos résidents avec les médias, l'éducation et les différents matériaux aussi, avec des événements, etc. Alors, la première chose, en fait, c'est les médias, l'éducation et le matériel. Alors, on a 6 actions ici. La première, c'est en fait de faire la promotion de la conservation des pollinisateurs à travers différents canaux médiatiques. Alors voilà, on peut avoir un lien sur notre site web. Ça peut être un bon point de départ. Il y a beaucoup d'autres options. On peut avoir des publications sur les réseaux sociaux. On a l'exemple, par exemple, de quelque chose sur Instagram qui fait des publications sur la semaine des pollinisateurs, par exemple. Et donc, il publie aussi des mises à jour. Souvent, on peut avoir des infolettres, on peut avoir des diffusions. Et l'objectif ici, c'est d'informer les résidents de ce que vous faites en termes des initiatives de pollinisateurs. Et voilà comment vous pouvez vous impliquer parce que souvent, on cherche à nous impliquer. Et donc, comment on peut aider aussi?
Alors, une autre belle façon de mobiliser les résidents, c'est d'offrir différentes choses devant le matériel. Donc, pour offrir, en tout cas, différents matériels éducatifs et d'offrir donc différentes choses sur les pollinisateurs, de partager des informations sur, par exemple, les abeilles indigènes à Toronto. Ils ont eu Bees of Toronto, le manuel pour vous montrer quel type d'abeilles vous pouvez trouver dans différentes zones de la ville. Et Peterborough, la ville a eu aussi en 2017, un calendrier des pollinisateurs que les résidents pouvaient accéder. Et voilà, vous pouvez offrir des informations sur les pollinisateurs indigènes, mais aussi différentes initiatives en général. Une autre belle façon de faire cela, c'est d'utiliser des pancartes pour éduquer les gens sur les pollinisateurs et aussi pour faire la promotion des membres de Bee City Canada et créer des habitats. L'objectif ici, ça peut être de mettre les pancartes dans des zones permanentes et dans les zones où il y a beaucoup de trafic pédestre. Et voilà, cela peut aider à mobiliser les gens. On a de très bons exemples ici à Mississauga et à Calgary avec leur pancarte de naturalisation et aussi le petit abeille. Alors, on peut aussi offrir de la formation aux employés pour leur éduquer sur les pollinisateurs et on peut, voilà, éduquer nos employés. Cela peut avoir un impact sur la gestion des terres et les décisions à cet égard et ça peut financer différents projets aussi. Ça peut inclure des parcs et bon, ça peut inclure toutes sortes de personnel municipal. Alors, Pollinator Partnership, on a aussi une formation, une certification. Il y a 2 sections. Alors, tout d'abord, on a des modules qu'il faut suivre pendant quelques semaines ou quelques jours pour parler des pollinisateurs, d'apprendre comment on peut créer de l'habitat pour eux. On a aussi différents points de vue, ce qui est assez intéressant. Et on doit créer une action pour l'habitat et une autre action en matière de rayonnement ou de mobilisation. Voilà. Alors, une autre chose importante, c'est d'éduquer les jeunes concernant les pollinisateurs aux écoles et donc au camp. Les enfants sont notre avenir. C'est important pour eux qu'ils comprennent l'importance des pollinisateurs et qu'ils y pensent quotidiennement. Considérer donc d'offrir des ressources aux écoles et aux camps de jour et aux camps en général pour aider aux enfants à comprendre pourquoi les pollinisateurs sont importants. Vous pouvez aussi encourager d'avoir des sorties au jardin de pollinisateurs et si vous avez une zone naturalisée, vous pouvez considérer de les amener, en tout cas pour soutenir les professeurs, etc., à l'école à créer des jardins. On a des municipalités, Amis des Habillés, on crée des ressources. On a aussi une ressource pour les écoles et on a créé, on a un exemple, par exemple, dans la zone pour les enfants sur notre site web. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez partager avec vos écoles municipales, locales. On peut utiliser aussi des hôtels d'abeilles pour éduquer les gens sur les abeilles indigènes. Alors ici, si vous voulez vous assurer d'avoir des sites de nidification, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de laisser des endroits sauvages et s'assurer d'avoir des tiges vides pour aider les abeilles à créer leur site de nidification. Alors voilà, on veut éduquer. L'objectif ici, c'est d'éduquer les gens sur les cycles de vie des abeilles indigènes. Ici, on a un bon exemple à Victoria avec cette apiaire d'abeilles indigènes éphémères. Voilà, alors ici, on peut mobiliser la population avec différentes activités et événements. On a 8 actions ici. La première, en fait, c'est de mettre en relief
d'organiser des expositions et des journées consacrées aux pollinisateurs. Ça, c'est une excellente façon il y a plusieurs sujets qu'on peut discuter ici. On peut parler de la diversité des pollinisateurs, on peut parler de la sécurité alimentaire et les pollinisateurs, etc., etc. Alors, on a fait d'autres webinaires, y compris avec la Ville de Montréal. On a parlé de ce que le quartier de Saint-Laurent fait et aussi la ville en général. Et on a aussi un exemple de symposium annuel à Guelph sur la pollinisation, la ville et les différents groupes locaux pour discuter de ce que la ville et les différents groupes locaux font pour les pollinisateurs. On peut aussi organiser des exhibitions pour les pollinisateurs et des événements. Ça, c'est une très belle façon de... Voilà, on peut offrir des activités pour les enfants et attirer aussi les enfants. On peut avoir différentes stations ici pour identifier les pollinisateurs, etc. Une autre approche est en fait c'est pardon, il y a une journée à Guelph où les enfants peuvent apprendre sur les insectes en général et aussi les pollinisateurs. Et donc, on a à Waterloo l'exhibition incroyable des pollinisateurs où les enfants peuvent apprendre différentes choses sur les pollinisateurs. Vous pouvez aussi rassembler la communauté pour la création d'habitats et pour des événements d'entretien. On a deux exemples ici avec deux générations, mais bon, on pense que tout le monde s'amuse ici. Alors, c'est vraiment l'une des meilleures façons d'éduquer et de mobiliser les résidents et tout en créant de l'habitat. Alors, ici, on peut offrir des opportunités pour devenir des gardiens et des intendants de différentes zones. Alors voilà, ils ont créé des bombes de semences ici qu'ils lançaient à partir de leur vélo. Et donc ça, c'était à Quarter Lakes en Ontario. On a des enfants à King Township où ils ont fait des expériences de plantation. On apprend sur les pollinisateurs et on crée de l'habitat en même temps pour eux. Alors, une autre action est d'inviter la communauté pour faire une visite des habitats de pollinisateurs. C'est une très belle façon d'éduquer les résidents sur ce que vous faites au niveau des pollinisateurs et pour en fait les amener pour voir les plantes sur le terrain, pour comprendre l'importance de créer de l'habitat. Alors, voilà. Tous les sites pour les pollinisateurs sont importants et donc ça peut être des petits, on peut juste montrer par exemple une bande de plantes indigènes dans une ville. Ça peut être aussi petit qu'une petite bande ou ça peut être un grand jardin, etc. Alors, la ville de Cambridge en Ontario, par exemple, ils ont fait une visite de l'habitat virtuel. Voilà, il y a différentes façons de faire ce type d'activité. Alors, on peut encourager aussi la participation dans la séance communautaire. C'est une façon très amusante et une très belle opportunité pour les résidents d'apprendre, encore une fois, davantage sur les pollinisateurs, c'est toujours l'objectif, et d'apprendre aussi sur d'autres animaux et de plantes et aider en même temps les scientifiques à surveiller l'écologie de façon large. En fait, de façon qui ne serait pas possible sans cette aide de la part des résidents. Alors, comme j'ai mentionné, il y a un très beau programme à Montréal qui s'appelle la mission Monarque. On peut donc surveiller quand on voit, par exemple, des papillons monarques, on peut le signaler. Donc, il y a la ville de Brandon au Manitoba aussi qui a participé au défi de la nature en ville. Et en fait, c'est un événement international. On peut surveiller ces choses en ville. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est de créer des partenariats avec des festivals d'aliments, des restaurants, des bars pour faire la promotion des pollinisateurs. On peut, la plupart des cultures qui sont poussées pour les êtres humains dépendent des pollinisateurs. Alors, c'est comme ça, on peut créer des partenariats avec des restaurants et d'autres pour, en fait,
mettre en vedette et pour montrer ce qu'on peut faire. Alors, il y a cet incroyable festival à Campbell Ford en Ontario. Alors, c'est une très belle façon de manger des bons aliments et donc de remercier les pollinisateurs pour leur travail. Ensuite, on peut aussi mettre en vedette les pollinisateurs aux événements communautaires plus larges. Alors voilà, on peut utiliser ce type d'événement pour avoir un discours sur les pollinisateurs, donc par BC Canada, par exemple. Et donc, par exemple, à Timmins, en Ontario, on a un événement où ils ont parlé de comment ils se sont joints à notre programme. Alors, ça s'appelle Bienvenue à Timmins, la soirée Bienvenue à Timmins. Vous pouvez encourager les gens à réfléchir à ces choses lors de jour de le jour de la Terre, bon, pendant différents événements. Vous pouvez aussi faire de la consultation auprès de la communauté. Par exemple, à Collingwood, ils viennent de sortir leur plan de protection des pollinisateurs et ils ont demandé un retour de les communautés, les différents citoyens. Donc, ils ont fait des consultations publiques. C'est une très belle façon d'entendre leur rétroaction et de s'inspirer avec de nouvelles idées. Alors voilà, c'est une autre approche pour aider les pollinisateurs tout en mobilisant les membres de la communauté. Alors, dernièrement, bon, la troisième portion ici, c'est la célébration de la semaine des pollinisateurs. Comme Jordan vient de mentionner, on est dans cette semaine-là. Alors, bonne fête des pollinisateurs. Alors, comment faire, quelles sont les actions pour promouvoir cela et quelles sont les actions qu'on peut prendre pour célébrer la semaine des pollinisateurs? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ben, évidemment, on peut sortir un communiqué concernant la semaine des pollinisateurs pour parler de ce qui va se passer. Peut-être que vous êtes déjà une ville ou une communauté amie des abeilles et c'est important de célébrer cela. Vous pouvez monter donc des bannières et des pancartes, etc. Vous pouvez lancer aussi une campagne sur les réseaux sociaux. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communautés amies des abeilles qui font des publications et c'est très important que votre communauté soit au courant de ce que vous faites. Ici, on a une photo de la tour CN qui a été illuminée l'année passée, en fait, à l'honneur de cette semaine. Et donc, on a 19 monuments la législature, donc à Victoria, qui a été illuminée en jaune, et aussi les chutes de Niagara. 19 sites à travers le pays. Alors, quelles sont les actions qu'on peut prendre pour célébrer la semaine des pollinisateurs? Tout d'abord, on peut avoir un festival sur les pollinisateurs. Donc, dans un endroit où il y a beaucoup de pollinisateurs, par exemple, où vous encourager les gens à explorer pour voir qu'est-ce que vous avez fait et peut-être pour engager avec ces gens, on peut offrir différentes occasions d'éducation. Comme j'ai mentionné, on a des ressources pour les enfants, des livres pour colorier, pour apprendre sur les pollinisateurs en même temps. Vous pouvez reconnaître les efforts de la communauté avec un concours de jardin. Vous pouvez organiser un concours qui se concentre sur les pollinisateurs. Sinon, vous pouvez avoir un concours plus large et juste avoir une catégorie pour les pollinisateurs. C'est très important de reconnaître les résidents qui créent des habitats pour les pollinisateurs sur leur terrain. Et on peut donner un prix, on peut octroyer un prix. Donc ici, on a deux exemples, Be a Hero à Kawartha Lakes et aussi Monarch Awards, donc les prix de Monarch à Hamilton, en Ontario. Une autre belle façon de célébrer la semaine des pollinisateurs, si vous avez créé un nouveau habitat pour les pollinisateurs, vous pouvez faire une cérémonie d'ouverture, vous pouvez partager des faits intéressants sur comment vous avez créé l'habitat sur les pollinisateurs. Et c'est une très belle façon encore d'éduquer les résidents sur les pollinisateurs, sur les plantes et pour célébrer les différents accomplissements au niveau de l'habitat. Et donc, l'une de mes choses préférées à faire, c'est en fait de créer de l'art public qui a comme thème les pollinisateurs. C'est une très belle façon d'attirer l'attention de votre communauté. À Toronto, on a ce très beau mural de Nick Sweetman qui est au centre-ville et c'est l'abeille officielle de Toronto et King Township en Ontario, ils ont
créer ce très beau papillon qui est fait avec 250 morceaux de casse-tête pour faire de la sensibilisation concernant les pollinisateurs en général. Vous pouvez aussi lancer un concours de photos sur les pollinisateurs sur les réseaux sociaux. C'est une très belle façon d'engager votre communauté pour leur encourager à sortir, à regarder les plantes. Et ensuite, vous pouvez le publier sur les réseaux sociaux. Sinon, on a aussi la ville de Barrie qui a ce concours Pick a Pollinator. Et voilà, ils ont publié quelque chose sur leur site web. Et à partir de là, vous pouvez encourager les résidents à participer. Une des dernières choses qu'on peut faire, c'est de présenter une projection de films sur les pollinisateurs. Ça, c'est une très belle façon de mobiliser les différents résidents de tous les âges. Et on peut aussi faire des activités pour encourager la mobilisation de la communauté. On peut aussi inviter un expert pour parler du film, le documentaire, etc. Ici, on a les pollinisateurs sous pression qui est une narration avec Leonardo DiCaprio. Donc, c'est gratuit, on peut le trouver en ligne. Et on a Wings of Life, les ailes de la vie, qui est disponible sur Disney Nature. Et c'est Meryl Streep qui fait la narration pour celui-là. La dernière chose, vous pouvez offrir faire des dons avec un thème de pollinisateur, mais bon, voilà, l'objectif, c'est certainement d'engager, de mobiliser la communauté. Donc, on peut faire un don de plantes indigènes ou sinon avoir des pancartes, créer des pancartes de jardin pour les pollinisateurs, etc. Et donc, toutes sortes d'activités pour s'assurer de créer de la sensibilisation. Donc, une fois que vous avez l'attention de vos résidents, ce que vous pouvez faire, c'est d'annoncer des avenirs proches, des projets futurs. Et donc, vous pouvez demander d'avoir des bénévoles pour recruter des bénévoles. Et c'est vraiment la meilleure façon d'encourager les résidents à s'engager envers des actions futures, donc en devenant une ville amie des abeilles, n'est-ce pas? Alors oui, voilà, c'est l'occasion parfaite pour cela. Encore une fois, Jordan va parler ici du plan quinquennal pour les nouvelles communautés d'abeilles au Canada. Donc, je vais passer rapidement le plan quinquennal, donc à haut niveau. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais vous pouvez le télécharger sur le site de Bee-City. Vous pouvez lire vous-même toutes les actions dans ce plan quinquennal. Mais le plan principal que je veux faire avec ce plan, on sait que la plupart des communautés arrivent avec plusieurs initiatives déjà en cours. Alors, ils ne partent pas de zéro. Alors, c'est une très belle façon, en fait, de comparer ce qu'on fait dans notre communauté. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qu'on pourrait faire et où est-ce qu'on veut aller avec nos initiatives alors qu'on a plan à partir de la première année jusqu'à la cinquième année. Donc, évidemment, il faut planter. On commence avec des semences. Donc, les idées pour la première année, s'assurer d'avoir une carte des pollinisateurs dans la région où vous travaillez pour s'assurer de savoir où vous voulez aller avec cela. Considérer de créer un jardin de démonstration des pollinisateurs. Donc, passer en revue les différentes politiques et pratiques en lien avec les pollinisateurs et les règlements municipaux, etc. Et aussi de regarder des plans de gestion de la végétation. Du côté de la mobilisation, vous pouvez créer une page sur le site communautaire avec des informations, aussi des informations sur les différentes initiatives en cours. Pour la semaine de les pollinisateurs, vous pouvez peut-être considérer une proclamation sur les pollinisateurs et de monter les différentes bannières et des pancartes à cet effet. Et donc, si on regarde l'année numéro 5, voilà, s'assurer d'avoir des plantations. Donc, dans les serres, il faut faire pousser les plantes et s'assurer d'avoir beaucoup de semences et de continuer le cycle de vie de toutes ces plantes. Donner aussi ces semences, on peut considérer donc d'avoir des ressources aussi. Et pour
la semaine des pollinisateurs, on peut considérer un festival. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Encore une fois, tout cela est disponible sur notre site web et vous pouvez lire le plan quinquennal. Et je dois dire que bon, il est déjà 14h02 et je ne pense pas qu'on ait de questions dans le clavardage ou dans la section de questions et réponses. Et probablement, c'est mieux parce qu'on est arrivé à la fin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. C'est nos prénoms, @pollinator.org. N'hésitez pas à nous contacter. Alors là, on va terminer le webinaire. J'apprécie beaucoup votre présence ici aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses utiles et j'espère que vous avez vu des exemples, que ce soit de votre municipalité. Évidemment, on apprécie beaucoup le travail que toutes ces communautés font qui nous permettent de créer une telle ressource. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous passez une excellente fin de votre semaine des pollinisateurs et j'espère que vous allez participer au prochain webinaire de Bee City.